Tous vos choix ont des conséquences, même les plus nobles et altruistes qui soient. Quand C17 a fait le vœu de restaurer tous les univers lors du tournoi du pouvoir, sans s'en rendre compte, en plus des guerriers avec lesquels il venait de combattre, il venait de provoquer le retour de menaces millénaires qui, vous le verrez, auraient mieux fait de rester dans le néant. C'est le pitch de base de Dragon Ball Kakumei, une histoire alternative qui se passe après le film DBS Broly. Installez-vous confortablement, car on part suivre Goku qui est déjà en plein combat. Les coups portés créent des tremblements de terre, ou devrais-je dire des tremblements d'univers, car Goku a enfin fini son entraînement auprès de Whis. Et quoi de mieux qu'un combat contre Beerus pour tester sa puissance fraîchement acquise. Le dieu de la destruction et le Saiyan s'échangent coup pour coup, pulvérisant tous les astéroïdes se trouvant sur leur chemin. À peine pose-t-il un pied sur une planète que l'énergie qu'il dégage dévaste tout sur leur passage. Cependant, Goku finit par se faire saisir par Beerus qui le projette contre une planète à la vitesse de la lumière. Sauf que cette planète est habitée et possède sûrement des milliards d'habitants. Et si le combat se poursuit, une race entière risque de disparaître. Mais ça, Beerus, en tant que dieu de la destruction, n'en a rien à foutre. Il balance donc une supernova sur Goku qui risque d'anéantir la planète et ses habitants. Sauf que Goku ne compte pas le laisser faire et fonce sur le soleil ardent pour le stopper. Malheureusement, un petit extraterrestre est resté accroché à lui lors de son envolée. Pour le sauver, Goku n'a d'autre choix que de subir l'attaque de plein fouet. Une gigantesque explosion retentit dans l'univers, stoppant momentanément les tremblements. C'est avec son dos complètement carbonisé que Goku a tanké l'attaque. Il est gravement blessé, mais le petit extraterrestre est en vie. Rassuré, notre héros s'écroule au sol. Il entend alors les paroles et encouragement de ses amis. Il se relève donc sous la forme d'Ultra Instinct. Il redépose le petit extraterrestre sur sa planète et utilise son ki pour former un titanesque dragon d'énergie composé d'astéroïdes. Il l'envoie sur Beerus. Face à cette attaque, le dieu de la destruction se révèle à sa pleine puissance. Pour lutter contre lui, Goku charge alors un Kamehameha divin capable de raser une galaxie. Mais avant qu'il ne puisse lancer son attaque, son corps le lâche et Goku s'effondre flottant dans l'espace. C'est définitivement la fin de ce combat. Je sais pas vous, mais c'est plutôt pas mal pour un début. Pour la première fois, je retrouve une sensation de puissance, chose qui s'était un peu perdue dans DBS. Vous vous dites peut-être que le combat était cool, mais qu'il n'y a pas encore trop de scénario pour le moment. Eh bien justement, entrons dans le vif du sujet. Après avoir été soigné de son combat contre Beerus, Goku compte rejoindre sa famille sur Terre et part donc avec Whis. Sauf que, sur le chemin, l'ange sent une étrange énergie. Goku insiste donc pour aller vérifier. Ayant reçu une convocation par le grand prêtre, Whis ne peut l'accompagner. Il lui laisse donc un bouton à utiliser en cas d'extrême urgence. Justement, au palais du grand prêtre, le père de tous les anges a réuni ses enfants pour leur faire part d'une terrible nouvelle. Lors du tournoi du pouvoir, C17 a fait le vœu de restaurer tous les univers, ce qui implique même ceux ayant disparu pendant des millénaires. Dans le lot, l'univers le plus dangereux n'ayant jamais existé a refait surface, l'univers 0. Et les autres anges ne tarderont pas à le découvrir. Une étrange femme vient d'apparaître dans le palais. Elle n'est nulle autre que la mère des anges et révèle que la disparition des univers a été causée par le grand prêtre lui-même qui n'en a jamais averti Zeno. Les dieux de la destruction et anges des univers disparus font alors leur apparition. Et dans le lot, il y a quelqu'un que l'on connaît bien, Freezer. À la réapparition des univers, celui-ci a tué le dieu de la destruction de l'univers 18, car il était assez faible et a donc pris sa place. Freezer demande alors où se trouve Goku. Et c'est là qu'on apprend, par le dieu de la destruction de l'univers 0, que Goku a été piégé et enchaîné dans cet univers. Si les dieux et anges des univers disparus sont ici, c'est pour demander l'abolition de la hiérarchie divine et la neutralité des anges. Et si leur demande est refusée, ils n'hésiteront pas à entamer une guerre divine à l'échelle de tous les univers. Comprenant l'énorme danger que ça représente, le grand prêtre mobilise tous ses pouvoirs pour geler les anges et les dieux dans l'espace-temps. Grâce au pouvoir des 13 Kaioshin, les divinités disparues ont alors été déplacées dans l'univers 0 qui a été gelé à son tour. Mais cela veut aussi dire que Goku a été piégé. Le grand prêtre fait alors une annonce à tous les habitants de tous les univers, les prévenant qu'une guerre divine aura lieu d'ici 2 ans. D'ici là,
tout le monde devra se préparer et choisir un camp le moment venu. Bon, et ben voilà, on a enfin une vraie menace. Et pour une fois, on n'aura pas d'intervention magique de la part de Beerus ou de Whis. Et vous savez pourquoi ? Parce que eux aussi sont dans la merde. Quoi qu'il en soit, passons à la suite de l'histoire qui semble être un arc d'entraînement. Sur Terre, nos héros apprennent alors la terrible nouvelle. Goku a été piégé dans l'univers zéro avant qu'il ne soit gelé. Ils ne pourront donc pas compter sur lui pour cette guerre à venir. La Z-Team prend donc la décision de suivre des entraînements particuliers pour surpasser leurs limites. Goten et Trunks font leur au revoir à leur famille car ils seront entraînés par nul autre que Whis. Quant à Yamcha, Krillin et Tenshinhan, ils rejoindront l'univers 9 pour s'entraîner aux côtés du trio d'Angers. Mais si vous savez, les loups qui étaient déjà présents dans un des premiers tournois de DBS. De son côté, Piccolo reçoit la visite des Namek combattants du tournoi du pouvoir et compte donc s'entraîner avec eux. Vegeta, quant à lui, a décidé de se rendre sur la planète Sadala de l'univers 6 pour rencontrer le roi des Saiyans. Et on peut dire qu'il a fait une entrée remarquée. Là-bas, il y retrouve rapidement Kabe, Kale et Caulifla. Comme à son habitude, Caulifla ne peut calmer son énervement en voyant la pile de soldats que Vegeta a mis KO. Elle l'attaque alors à son tour avant de se faire elle aussi corriger. Après cette rixe, Kabe amène donc Vegeta à la rencontre de son roi, Sadala. Celui-ci explique alors l'histoire de son peuple à Vegeta. Tout comme les Saiyans de l'univers 7, ceux de la planète Sadala étaient des barbares en perpétuel conflit. Le roi, qui n'était encore qu'un officier à l'époque, a vu son précédent souverain mourir de la main de son ennemi juré de par sa clémence. Sadala entra alors dans une quête de vengeance, mais quand il l'eut accomplie, il ne ressentait qu'un vide au fond de lui. Il prit alors conscience de la vacuité de la violence, et quand il fut roi, il bannissa la guerre de ses terres. En raison de tout ceci, il refuse d'impliquer son peuple dans la guerre divine à venir. Vegeta, l'air confiant, lui dit alors qu'il a peur de la mort. Vous, comme moi, on s'attend alors à de la grosse baston, mais ça, c'est si on ne prend pas en compte l'évolution de Vegeta au cours de la série. Contre toute attente, Vegeta s'agenouille et lui dit que de toute façon, cette guerre est inévitable. Le pacifisme utopique du roi ne suffira pas à éloigner les Saiyans du conflit. Vegeta propose donc d'entraîner les Saiyans de l'univers 6 pour limiter les pertes au combat durant la guerre à venir. Le roi, silencieux, dégage alors une énorme quantité d'aura, puis accepte la proposition de Vegeta. Il décide donc de faire un discours à tout son peuple pour les préparer à la guerre divine. Ce changement de politique tombe plutôt bien, car Vegeta a prévu d'entraîner un autre Saiyan en même temps que les autres. Je veux parler de Broly. Celui-ci débarque alors sur la planète Sadala en compagnie de Bulma, Jaco, Shilai et Lemo. Bon, je vous propose de laisser les Saiyans un petit moment pour aller suivre l'entraînement des autres membres de la Z-Team. Commençons par Gohan, qui a décidé d'aller s'entraîner auprès des Pride Troopers dont Jiren fait partie. Seulement, petit problème, il arrive durant un moment délicat. Vermoud et Toppo sont en pleine passation des pouvoirs de destruction. Le truc, c'est qu'en faisant le rituel de la passation, Vermoud perd l'immortalité qui lui était conférée en tant que divinité. Toppo devient donc le nouveau dieu de la destruction de l'univers 11. Mais Vermoud se trouve actuellement entre la vie et la mort. Cependant, si Gohan veut rejoindre les Pride Troopers, il devra d'abord passer un test. Du côté de Goten et Trunks, leur entraînement avec Whis va commencer. Bien évidemment, ils ont interdiction de fusionner et l'entraînement aura pour but de développer leur potentiel individuel. Pour ce faire, Whis sort un objet avec une boule en son centre. L'objectif est de l'exploser, mais pour ce faire, il faudra taper à chaque extrémité de celui-ci avec une puissance identique. Autrement dit, cela demande une synchronisation parfaite entre Goten et Trunks. Et ce n'est que la première étape avant de commencer le véritable entraînement. Dans l'univers 9, Krillin, Tenshinhan et Yamcha ont prouvé leur valeur contre Bergamo grâce à leur coordination dans leurs combats. Les loups combattants acceptent donc de les prendre sous leurs pattes pour les entraîner. Au même moment sur Terre, le scientifique Paparoni de l'univers 3 a retrouvé la trace de C-17 et a voyagé jusqu'à lui grâce à sa machine de téléportation. Si Paparoni est là, c'est pour faire équipe avec C-17 pour se préparer au conflit céleste. C-17 refuse dans un premier temps, mais au vu de la situation, ayant femme et enfants à protéger, l'androïde se ravise rapidement et accepte la proposition de Paparoni. De retour sur l'univers 6, Hit est pris en filature par un ancien membre de son équipe du tournoi du pouvoir.
Frost. La raison à cela est que le démon du froid souhaite lui aussi devenir un assassin, dans le but de se venger. Seulement, il est vite pris à son propre jeu par Hit. Frost souhaite absolument apprendre des techniques d'assassinat de la part du maître en la matière, mais Hit refuse catégoriquement. Têtu comme il est, Frost le suit alors de force partout dans ses missions. Après plusieurs semaines à suivre Hit, Frost a développé lui aussi un panel de compétences et n'hésite pas à voler les cibles de son mentor. Hit, en ayant marre que le démon du froid lui sabote ses contrats, il lui ordonne de le laisser tranquille. Seulement, Frost n'acceptera qu'à une condition, que Hit le batte lors d'un combat. Les deux assassins se préparent car chaque coup peut être décisif. Hit entame le combat en frappant Frost directement au cœur. Celui-ci résiste de peu au choc et contre-attaque immédiatement. Sauf que Hit se démultiplie et d'un coup net, tranche la jambe de Frost qui tombe inconscient. Comme lors du tournoi du pouvoir, l'arrogance de Frost lui a coûté cher et son état reste incertain. Pendant ce temps, sur la planète Sadala, Vegeta prend les directives pour mener les sessions d'entraînement avec les Saiyans. Seulement son autorité est loin de faire l'unanimité et il rentre donc en conflit avec les amiraux de l'armée royale. Voulant mater la révolte, Vegeta se transforme en SSJ Blue, ce qui dégage une énorme pression faisant fuir les soldats. Seulement ça ne stoppe pas les trois amiraux qui l'attaquent, mais finissent sans surprise propulsés sur les rochers. N'ayant pour autant pas abandonné l'idée de se battre, ils se transforment donc tous en Super Saiyan. Mais c'est là que le roi Salada intervient pour stopper le combat. Sauf que celui-ci éprouve du dégoût pour eux. La raison à cela, me direz-vous. Le Super Saiyan est considéré comme une forme démoniaque par le roi et elle est interdite sur ses terres. Il annonce alors que la prochaine fois que cette forme sera utilisée sur sa planète, il en bannira les utilisateurs. Malgré l'altercation, Vegeta a pu continuer d'entraîner les Saiyans, du moins ceux qu'il en reste. Un mois s'est passé depuis tous ces événements et seulement un petit groupe de Saiyans sont restés sous les ordres de Vegeta. Mais ce n'est qu'une fois la nuit tombée et à l'abri des regards que le véritable entraînement commence. Le petit groupe de Saiyans composé de Vegeta, Broly, Kale, Caulifla et KB déploie enfin toute leur puissance en se transformant. Après une nuit complète de combat, Vegeta est impressionné par le niveau de puissance qu'a atteint Broly et remarque les progrès de tout le groupe. À sa grande surprise, les soldats qui mènent se sont eux aussi entraînés toute la nuit et les rumeurs d'un entraînement à la dure ont amené plein de nouveaux Saiyans qui souhaitent eux aussi survivre à cette guerre divine. Vegeta pense alors que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore espoir de gagner cette guerre. D'ailleurs, pendant ce temps sur Sadala, Bulma s'est faite une amie qui se nomme Rapini. On apprend alors que celle-ci a un fils de l'âge de Trunks qui s'appelle Pepino, qui est à la fois Miss Saiyan et Mitsuful. Car oui, contrairement à GT, les deux peuples vivent en harmonie sur la planète Sadala. Les Tsuful étant connus pour leur savoir technologique, Bulma est à présent grandement intéressée par leur création et réussit à avoir le droit de visiter les laboratoires grâce à son ami. Du côté de la Terre, la machine à voyager entre les univers de Paparoni a fini de se recharger. C17 et C18 sont prêts pour entamer leur voyage. Bah oui, parce que tant qu'à faire, autant prendre les deux androïdes. Seulement, Satan fait son apparition avec Boo. Avec sa grâce et sa délicatesse naturelle, le Majin secoue la machine de Paparoni pour ensuite l'avaler. Celle-ci se déclenche donc malencontreusement, téléportant Boo seul et laissant les cyborgs sur le carreau. Vous vous demandez sûrement où a atterri Boo. Eh bien, voici la réponse. Le royaume des démons. Mais avant de s'aventurer dans cet endroit maléfique, allons voir ce qu'il se passe du côté des autres membres de la Z-Team. Après plus d'un mois à effectuer des missions chez les Pride Troopers, Gohan a prouvé sa valeur et rejoint finalement leur rang. Lors de son banquet de bienvenue, Vermouth fait son retour. Il est certes affaibli, mais toujours en vie. Sur la planète Crêpe, durant leur entraînement avec Whis, Goten et Trunks ont trouvé l'élément qui les empêche de réussir leur première épreuve. Gotenks. Avec la fusion, les deux petits Saiyans n'ont jamais réellement eu besoin de se coordonner pour un combat. Et c'est ce qui en fait leur plus gros défaut. En ayant compris cela, ils arrivent finalement à se coordonner parfaitement et à éclater la boule. Cependant, ce n'était que la première étape de leur entraînement. Whis passe donc à la seconde et leur demande à présent de déverrouiller leur potentiel divin. Pour ce faire, ils devront assimiler une sphère de ki divin en eux. Trop confiants, les deux Saiyans foncent alors dessus, avant que Whis ne leur révèle qu'à part Goku et Vegeta, aucun mortel n'a survécu à cette épreuve. En effet, la douleur ressentie est telle qu'elle cloue Goten et Trunks sur le sol. S'ils veulent réussir cette épreuve,
les deux Saiyans devront plus que jamais dépasser leurs limites physiques et mentales. De retour sur la planète Sadala, ce qui devait arriver arriva. Le roi finit par surprendre Vegeta et les autres en Super Saiyan durant leur entraînement. Comme il les avait déjà mis en garde un mois avant, il déclare le bannissement de Vegeta et les autres Saiyans de ces terres. Vegeta s'oppose donc à sa décision, mais avant qu'une réelle discussion commence, le roi entame le combat en décochant un puissant coup à la mâchoire de Vegeta. Vegeta contre-attaque donc et les deux Saiyans s'échangent alors coup pour coup. Le combat devient tellement intense et prend une telle ampleur que le roi lui-même s'apprête à se transformer. Seulement, il préfère canaliser sa colère plutôt que de continuer le combat. On en apprend alors plus sur le passé du roi et son intransigeance sur les transformations. Si le roi déteste autant le Super Saiyan, c'est car cette transformation s'est emparée de lui lors de la mort de son prédécesseur. La colère ressentie a provoqué une explosion due à sa transformation, ce qui a eu pour effet de blesser bon nombre de Saiyans autour, dont des enfants. Depuis ce jour, il voit le Super Saiyan comme l'expression du mal, mais c'est là que Vegeta intervient. De par son passé tumultueux, le prince des Saiyans lui fait comprendre que les transformations ne sont que des outils. C'est ce que lui a montré un guerrier plus fort que lui, qui s'est à chaque fois transformé et surpassé pour protéger les siens. Bien évidemment, Vegeta fait référence à Goku. Il dit donc au roi à présent que c'est à lui d'aller de l'avant et de s'acquitter de son fardeau. Le roi saisit donc la main tendue de Vegeta, comprenant que rien ne comptait plus que la vie de son peuple. Justement, face à la guerre à venir, Beerus retourne sur sa planète d'origine pour se préparer. Contre toute attente, il tombe sur son frère Champa, qui était déjà sur les lieux depuis un mois. Ensemble, ils se recueillent donc sur la mystérieuse tombe de leur défunt père. Seulement, au-delà de l'univers, dans une galaxie lointaine, une menace provenant de l'univers 14 se réveille. On dirait bien que les puissants guerriers effacés de l'existence par le grand prêtre comptent débuter cette guerre plus tôt que prévu. Celui surnommé le véritable héritier se réveille dans un vaisseau en compagnie de ses deux hommes de main, Doula et Salaga. Tout le groupe semble avoir une amnésie sur ce qu'il s'est passé avant leur réveil. Ce qui n'est pas étonnant, vu que leur univers est resté effacé durant des millénaires. Mais ça, le véritable héritier qui se nomme réellement Amaron, ne tardera pas à le savoir quand le Kaioshin de son univers l'emmène dans une salle contenant le dernier message de son maître pour lui. En effet, le dieu de la destruction de l'univers 14 avait déjà prévu le coup si jamais les négociations avec le grand prêtre devaient mal tourner. Grâce au bâton de l'ange resté sur place, Amaron recouvre la mémoire et devient donc temporairement le dieu de la destruction de l'univers 14. C'est décidé, à bord du cube céleste, Amaron compte bien se rendre au palais du grand prêtre. Mais pour ce faire, il doit voyager entre un nombre précis d'univers, étant reliés les uns aux autres. Sa première escale se fera donc sur la planète Rosemary de l'univers 4, où Doula fait se prosterner tous les habitants face à Amaron. Sauf que dans le lot, il y a plusieurs combattants ayant participé au tournoi du pouvoir. Et on dirait bien qu'ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Prêts à en découdre, les trois combattants passent sous leur forme bestiale. Sauf que la différence de niveau est bien trop grande. La ville est en ruine et une montagne de cadavres sert alors de trône à Amaron, qui s'est fait un malin plaisir à éradiquer les habitants. Heureusement, Kitela, le dieu de la destruction de cet univers, a ressenti le ki divin d'Amaron et s'est précipité en direction de la planète attaquée. Le sentant arriver, Amaron continue donc son chemin vers l'univers 10 en empruntant un des portails reliant les univers et poursuit donc sa quête de domination. Le réveil d'Amaron est une catastrophe pour tous les univers alliés du grand prêtre, parce que, à cette vitesse, il pourrait éradiquer tous les meilleurs combattants avant même que la guerre ne commence. Sur l'univers 11, Gohan, qui était parti en mission pour les Pride Troopers, a éradiqué une armée criminelle en seulement 3 jours sans faire aucune victime. On dirait bien que son entraînement auprès des Pride Troopers a porté ses fruits, d'autant plus qu'il est loin d'avoir totalement éveillé son potentiel. En effet, en ayant discuté avec l'ange de l'univers 11, Gohan a appris que son éveil par le vieux Kai avait été bâclé. Bah ouais, vu la fiabilité du type, fallait s'en douter. Mais il n'est pas trop tard pour rattraper le processus. D'autant plus que Kai, le Kaioshin de l'univers 11, possède des pouvoirs beaucoup plus puissants que tous les autres. Il ne fait aucun doute que si Gohan va au bout de ce rituel, il sera un élément majeur durant la guerre à venir. Mais avant ça, notre héros a déjà besoin de tester sa force et sa détermination auprès de nul autre que le plus puissant des Pride Troopers, Jiren. Celui-ci accepte alors et l'ange crée donc une barrière protectrice pour leur combat. Une fois cela fait,
le duel peut commencer. Gohan fonce sur Jiren qui esquive son coup à la vitesse de la lumière, avant de contre-attaquer en propulsant Gohan qui rebondit comme une boule de flipper dans le dôme. D'un coup net, Jiren intercepte sa course par une frappe qui l'écrase violemment contre le sol. La puissance de cet assaut tord Gohan de douleur, son corps ne répondant plus. Mais malgré tout, l'héritier de Goku se relève. Ne perdant pas espoir, il continue ses assauts mais finit toujours par être surpassé par Jiren à chacune de ses tentatives. Cependant, malgré les nombreux coups, Gohan se relève encore et toujours. Jiren se revoit alors en lui quand il était plus jeune. Il lui demande donc qu'est-ce qui le pousse à toujours se relever. Gohan répond alors simplement « car je peux le faire ». Mais ce n'est pas la réponse qu'attendait Jiren qui le noie à nouveau sous une pluie de coups, faisant s'écrouler le Saiyan. Le Pride Troopers réitère alors sa question. Soudain, Gohan est pris d'un flash et réalise qu'en l'absence de Goku, c'est à lui de protéger la Terre et les gens qu'il aime. En voyant le visage de Gohan, Jiren comprend donc les véritables motivations du Saiyan et déploie sa pleine puissance en guise de respect. Le coup que charge Jiren a la force nécessaire pour détruire une galaxie et s'apprête à frapper Gohan de plein fouet. Mais notre héros l'esquive de justesse avant de mettre le reste de ses forces dans un coup de poing qui parvient à blesser le colosse. Face à l'évolution de son partenaire qui s'est donné à fond, le Pride Trooper met définitivement fin à ce combat dans un déluge de coups, non sans éprouver un sentiment de fierté envers Gohan. Cependant, malgré ses progrès fulgurants en 5 mois, Gohan pourra-t-il rivaliser contre des dieux qui s'entraînent depuis des milliers d'années? Quoi qu'il en soit, il n'est pas le seul à s'être durement entraîné. Sur la planète Lestia, Goten et Trunks ont finalement réussi à débloquer leur potentiel divin. Whis les félicite alors d'autant plus qu'ils ont failli mourir plusieurs fois durant cette seconde étape d'entraînement. Bien qu'à présent, les jeunes Saiyans confiants en leur puissance ont hâte de retrouver leur famille, Whis les ramène rapidement à la réalité en leur disant que dans cette guerre, même Beerus n'est pas sûr d'en sortir vivant. Goten et Trunks ont alors un électrochoc et ne comprennent pas ce qu'ils pourraient faire face à une telle menace. Whis les amène donc à la dernière étape de leur entraînement qui se passe dans la salle de l'esprit du temps où l'ange s'entraîne depuis toujours. Là-bas, les 1 an et demi restants avant le début de la guerre se transformeront en 6 années d'entraînement. Bien que réticents au début, Goten et Trunks prennent conscience de leur responsabilité qui est de protéger leur famille et amis. Whis donne donc sa dernière consigne pour cet ultime entraînement qui est de réussir là où Goku et Vegeta ont toujours échoué, c'est-à-dire réussir à le toucher en combat. Déterminés, avec un objectif clair en tête, les deux jeunes Saiyans pénètrent alors dans la salle. Qui sait quel niveau atteindront Goten et Trunks après 6 années d'entraînement avec Whis? En tout cas, une chose est sûre, une fois sortis de la salle de l'esprit du temps, ils ne seront plus les mêmes. Mais pour se préparer, ce n'est pas les seuls qui risquent de changer. Au royaume des démons, Boo a passé 5 mois là-bas à transformer tous ceux qui s'approchaient de lui en bonbons. Bien que content d'avoir des montagnes de friandises à déguster, la présence de Satan lui manque. Un démon fait alors son apparition, l'archiduc Treguna, qui est venu chercher Boo sous la demande du maître de ses terres. Si Boo vient avec lui, Treguna promet de l'aider à réparer la machine à voyager dans les univers. Mais avant ça, il doit passer une épreuve, gravir une tour remplie de guerriers à chaque étage menant jusqu'au roi. Boo accepte alors le défi et d'un simple rayon détruit toute la tour, provoquant la stupeur de Treguna qui vient de perdre ses meilleurs guerriers. Boo rejoint alors le sommet de la tour, toujours en suspension. En entrant à l'intérieur, il fait alors la rencontre d'Igitus, le souverain du royaume des démons, autrement appelé Makaioshin. Boo se rappela alors de lui comme un allié de Bibidi, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. À l'origine, Boo n'était qu'une singularité malsaine à laquelle Bibidi a donné forme et que Igitus devait ramener. Sauf que Majin Buu, en prenant forme physique, s'est déchaîné et a rasé 80% du royaume des démons, permettant à Bibidi de prendre la fuite avec lui. Mais la véritable raison pour laquelle le Makaioshin a demandé à voir Boo, c'est pour qu'il devienne le protecteur du royaume des démons lors de la guerre divine. Boo accepte alors sa proposition à condition de revoir Satan. Igitus envoie donc la machine en réparation et a alors un plan pour accroître la puissance de Boo pour faire face aux menaces à venir. Il va tout miser sur son pouvoir d'absorption. Pour une fois, Boo risque vraiment d'être un élément important de l'histoire, ce qui fait vraiment plaisir, surtout au vu de la mythologie du personnage. De retour sur l'univers 6, sur sa planète natale, Frost reprend conscience après 5 mois de coma dû à son affrontement contre Hit. Ayant eu la jambe coupée, il ne peut à présent se déplacer qu'avec un pod. Mais si Hit a amené Frost sur cette planète, c'est pour le tester, car le démon du froid a déjà trahi et abandonné
son peuple par le passé, et la planète s'apprête à subir une terrible éruption solaire. Surveillé par Hit et ne pouvant s'échapper, Frost tentera-t-il vraiment de sauver les habitants de ce cataclysme? Rien n'est moins sûr. Seulement, cette éruption n'est qu'une faible menace face à Amarron qui vient d'annihiler les meilleurs guerriers de l'univers 10. La prochaine destination du dieu de la destruction est donc l'univers 6, qui, je le rappelle, est aussi l'endroit où Vegeta s'entraîne avec les autres Saiyans. D'ailleurs, sur la planète Sadala sous la supervision de Vegeta, Kabé et Caulifla sont en plein exercice pratique. Le disciple du prince des Saiyans, à force de travail, a réussi à développer sa propre technique qui lui vaut sa première victoire contre Caulifla. Mais la joie est de courte durée, quand Vegeta sent qu'une terrible puissance vient d'arriver dans l'univers 6. Vegeta demande alors à Kabé d'aller chercher le roi et de mettre tous les civils en sécurité, car la planète Sadala risque rapidement de se transformer en champ de bataille. Sous les ordres du roi, tous les soldats Saiyans déploient une barrière de ki pour protéger la planète. Cependant, cette barrière ne dure pas longtemps face au pouvoir de destruction d'Amarron. Le tyran débarque alors sur la planète avec ses hommes, promettant une bataille sans précédent. D'un seul coup d'œil, Amarron devine tout de Vegeta et commence l'offensive avec un puissant coup au ventre propulsant le prince des Saiyans dans les airs. Broly part pour aider Vegeta, mais il est intercepté par Doula le démon. Ne pouvant toucher Amarron à distance, Vegeta se rapproche donc de lui et le saisit quand soudain... Doula est capable de créer des portails téléportant les coups des ennemis. Seulement cette intervention déplaît à Amarron qui veut se battre contre Vegeta en combat singulier. Le prince des Saiyans contre-attaque donc en utilisant la faute d'Amarron contre lui et arrive à lui porter un coup. Mais le dieu de la destruction clairvoyant sur Vegeta le provoque pour qu'il dévoile sa véritable force. Et pour ce faire, il lui révèle que son acolyte Salaga est déjà en route pour tuer Bulma. Vegeta de colère déploie alors sa pleine puissance et assène une rafale de coups au dieu de la destruction jusqu'à lui fissurer son masque. Amarron est alors plus que ravi de la tournure que prend le combat et veut encore plus jouer avec lui. Mais le temps d'un instant, Vegeta parvient à l'éblouir en profitant pour demander à Kale, Kabé et Caulifla de partir sauver Bulma des griffes de Salaga. Du côté de Broly, la magie de Doula parvient à contrer sa puissance jusqu'à réussir à l'endormir avec un sort. Le démon profite alors de cette occasion pour essayer d'en finir rapidement avec lui. Le roi Sadala est prêt à intervenir quand soudain... Broly est toujours endormi, mais son inconscient destructeur a pris le relais, parvenant à immobiliser Doula. Le démon se retrouve alors à court d'options, mais Amarron avec son pouvoir partage avec lui par télépathie la faiblesse de Broly. Doula utilise alors ses portails pour saisir Chilai et les mots entre ses mains, stompant net l'attaque de Broly. Seulement, l'idée derrière la tête du démon n'était pas réellement d'avoir des otages, mais pire. Doula balance alors les mots dans le vide, puis... Face à cette scène, la vision de Broly se trouble, voyant face à lui les derniers instants de celle qui comptait le plus pour lui. Dans un mélange de colère et de tristesse, Broly s'efface et laisse place à un avatar du chaos et de la destruction. Son cri strident est tellement puissant qu'il parcourt tout l'univers 6, se faisant sentir jusque dans les confins de l'espace. La transformation de Broly fait alors écho au roi Sadala, qui se rappelle son passé. Cependant, tout n'est pas perdu pour Chilai, car le roi envoie ses hommes à toute vitesse au laboratoire d'Etsuful pour tenter de la soigner. Mais pendant ce temps, il va falloir contenir un terrible monstre. Broly se rue sur Doula, mais le démon grâce à ses portails le téléporte sur l'armée Saiyan, ce qui donne lieu à un véritable carnage. Kale, en sentant le ki de Broly qui se déchaîne, décide de faire demi-tour pour aller le raisonner, car personne d'autre qu'elle ne peut savoir ce que l'on vit sous cette forme destructrice. Une fois sur place et après quelques tentatives pour calmer Broly, Kale arrive finalement à entrer en communion avec lui. Cependant, même en son fort intérieur, Broly ne souhaite pas reprendre le contrôle de son corps, aveuglé par la vengeance. La tentative de Kale est donc un échec et la rage de Broly semble incontrôlable. De l'autre côté de la planète Sadala, loin de la bataille, l'amiral Fenel rejoint le laboratoire avec Kabé, Caulifla et Bulma. Chilai est donc hospitalisé et son état bien que grave semble s'être stabilisé. Cependant, ce court moment de calme est stoppé quand le Saiyan Parsa se retrouve paralysé et tué par Salaga qui a infiltré son esprit. Le démon disparaît alors tout aussi vite qu'il est apparu et c'est au tour de Fenel de subir la même attaque. Pour la sauver, Caulifla la cogne alors, lui permettant de reprendre ses esprits. Salaga se montre donc et s'apprête à saisir Bulma. Kabé intervient en tirant un rayon, sauf que celui-ci passe mystérieusement à travers le démon. Salaga n'étant pas affecté par le ki,
Bulma semble donc sans défense, quand soudain, Peppino intervient pour stopper le démon. Eh oui, vous vous rappelez de Rapini, l'ami de Bulma qui parlait de son fils Mid-Saiyan Mitsuful? Eh bien c'est lui qui vient de sauver Bulma. Sauf que ce moment héroïque lui sera fatal quand Salaga le transperce d'un Kikoa. Du moins, c'était sans compter sur la technologie Tsuful qui régénère instantanément Peppino, non sans lui accorder un boost de puissance Zenkai. L'heure du combat opposant magie à technologie est arrivée. Peppino lance l'assaut pour couvrir Bulma. Les deux combattants se leurrent alors l'un l'autre avec des illusions. Mais Peppino finit par se faire avoir par le démon. Complètement bloqué, il sort donc sa botte secrète, la force virevoltante, qui lui permet de déployer une incroyable puissance grâce à la rotation. Au même moment, le groupe de Saiyan emmène Bulma à l'abri. La scientifique de génie, avec l'aide des Tsuful, a trouvé le moyen de faire des capsules pouvant contenir des êtres vivants. Grâce à ce dispositif, la présence de Bulma sera indétectable. Mais avant de disparaître dans la capsule, elle donne aux Saiyans des scouters pour pouvoir rester en communication avec eux et savoir ce qu'il se passe. Kabe sera donc chargé de garder la capsule contenant Bulma avec lui, et nos fiers Saiyans pourront enfin se concentrer sur le combat contre Salaga. Seulement le ki de Bulma s'étant effacé d'un seul coup, Vegeta pense qu'elle est morte. Face à cette situation, le prince des Saiyans se lâche complètement et laisse exploser sa colère dans un combat titanesque contre Amaron. Le roi Sadala, lui, en sentant le ki de beaucoup de Saiyans disparaître dans cette bataille, décide de tout donner pour sauver son peuple et affronte Doula. Le démon nargue alors le roi, le pensant inoffensif, mais en un instant, le coup assourdissant surprend le démon avant que le roi ne matérialise une hache avec son ki et lui coupe un bras. Cependant, Doula en réponse crée un portail à l'intérieur de Sadala pour le transpercer, mais la détermination du roi est telle qu'il cautérise le trou béant dans son corps avec la simple chaleur de son ki. Pour sauver son peuple, pas le choix, le roi doit vite finir ce combat. Pour la première fois depuis longtemps, il laisse exploser sa colère et se transforme en Super Saiyan. De retour au laboratoire Tsuful, Peppino domine le combat contre Salaga, mais à force de subir les coups, le démon a compris le point faible de sa technique. Il fait alors un pas de retrait et utilise ses pouvoirs pour porter un coup à distance qui transperce le Tsuful. Peppino a à peine le temps de se régénérer qu'une tornade de coups déferle sur lui, ne lui laissant pas une seule seconde de répit. Salaga s'apprête alors à porter le coup final quand soudain il est propulsé par une attaque qu'il envoie dans le décor. On dirait bien que l'escouade de Saiyan est arrivée à temps. Fenel prend donc en charge Peppino pour l'emmener se soigner, sauf que celui-ci n'en a pas besoin. Le symbiote technologique de Peppino qui se nomme Kebia le régénère et évolue constamment dans son corps, permettant cette fameuse faculté de soin. Nos héros ont à peine le temps de discuter que le combat reprend de plus belle. Salaga n'étant pas affecté par les attaques de ki, le groupe coordonne alors leurs forces pour pouvoir le toucher au corps à corps. Pour ne laisser aucune liberté d'action au démon, Peppino se laisse transpercer par Salaga afin de lui coincer le bras dans son corps qui lui se régénère. Et avec une attaque combinée des Saiyans, Salaga est propulsé à toute vitesse sur une montagne. Mais ce coup d'éclat n'a fait qu'attiser la colère du démon qui parvient à attraper Kabe et Caulifla en plein élan. Le temps d'un instant, Salaga aperçoit alors la capsule qui contient Bulma. En utilisant un clone, il tente de la saisir alors que tous les autres sont à bout de force et ne peuvent la protéger. Seul Kabe n'abandonne pas et donne un puissant coup à Salaga. Mais cette attaque n'arrête pas le clone qui se saisit finalement de la capsule. Kabe face à la situation donne tout ce qu'il a et charge une ultime attaque sur le démon. Un puissant rayon d'énergie se dirige alors sur Salaga. Mais celui-ci dévie l'attaque en un revers de main avant de transpercer Kabe. Salaga est trop fort pour nos héros. Et c'est le regard impuissant qui le regarde briser la capsule contenant Bulma. Le tragique silence laisse soudainement place à un vortex qui échange les places de Salaga et Bulma. Bulma avait tout prévu. Grâce à la technologie des Tsuful, elle a pu créer une capsule qui fonctionne comme un Mafuba. Salaga, bien que piégé, est admiratif de l'ingéniosité de la scientifique. Cependant, il n'est pas plus inquiet que ça, car le véritable surnom de Salaga, c'est le maître des dimensions. Sans effort, il s'échappe de la capsule et projette Bulma dans un portail vers une autre dimension. Le temps que Caulifla distrait Salaga, Peppino fonce à toute vitesse sur le démon à travers le portail juste avant qu'il ne se referme.
Une fois dans cette dimension parallèle, Peppino sauve Bulma in extremis en la mettant dans un cube de protection. Bien que Bulma soit sauvée, Peppino va donc devoir affronter seul le terrifiant Salaga. Un combat à pleine puissance débute alors. Peppino fonce sur le démon et part ses coups à distance en matérialisant des objets pour se protéger. En un éclair, Peppino arrive sur Salaga et lui assène un puissant coup tournoyant qui ne manque pas de toucher le démon. Piqué dans son ego, Salaga compte définitivement mettre fin à ce combat et révèle sa véritable forme. Déployant tous ses pouvoirs, Peppino subit alors les assauts de Salaga qui parvient même à lui aspirer son énergie vitale. Le Tsu-Full est aux portes de la mort. Mais Kebia, son symbiote, évolue et lui revêt une armure. Peppino sent donc que sa force est décuplée et porte un coup foudroyant à Salaga qui répond immédiatement. À son plein potentiel, le démon se fait pousser plusieurs bras pour assaillir Peppino de frappes dimensionnelles. Mais aucune attaque ne parvient à toucher le Tsu-Full qui anticipe la trajectoire des coups. À court d'options, Salaga prévoit d'effacer cette dimension avec une gigantesque supernova. Mais c'est cette attaque qui causera la perte de Salaga. D'un coup net, Peppino lance une offensive qui passe à travers la supernova et troue la cage thoracique du démon. Salaga est totalement vaincu. Et pour ne pas perdre aussi son honneur de combattant, il laisse repartir Peppino de cette dimension avec Bulma. Lors de son dernier souffle, les pensées du démon vont donc vers ses compagnons, Doula et Amaron. Salaga est finalement tombé, mais la situation reste critique de l'autre côté de la planète. Broly se déchaîne toujours et le roi est en difficulté face à Doula. Justement, en plein combat contre Doula, le roi s'est transformé en Super Saiyan, bien qu'il déteste cette forme. Malgré les portails du démon, il parvient à prendre l'avantage, mais quelque chose cloche. Doula est complètement absent de ce combat. Et quoi de plus normal, il ne sent plus le ki de son partenaire de toujours, Salaga. Le côté farceur du démon disparaît alors pour laisser place à une terrifiante froideur. En un mouvement, il soigne ses blessures de combat et torture le roi pour calmer son inquiétude. Bien que Sadala riposte autant qu'il peut, il finit par être rattrapé par les fantômes de son passé qui lui font arrêter le combat. Sauf que, non loin de là, Broly a fait un carnage dans l'armée Saiyan, et Kel, qui a tenté de le raisonner, est gravement blessé. Bien que toujours en proie à la rage, Broly, en voyant le visage tuméfié de son ami, reprend partiellement ses esprits. Le Saiyan prend alors conscience de ses actes et entame une lutte intérieure contre le monstre de destruction qui sommeille en lui. Comprenant que sous cette forme, ses ennemis se sont toujours servis de lui pour arriver à leur fin. Broly prend alors la décision de ne plus jamais avoir recours à cette colère destructrice. Les ténèbres de son esprit se tapissent alors sous sa nouvelle détermination, capable de contrôler cette puissance. Et cela tombe au bon moment car Doula tente d'en finir avec le roi. Broly stoppe donc l'attaque du démon et lui arrache le bras, le faisant reculer. Voyant Sadala toujours tétanisé par ses remords, Broly l'assomme et demande aux autres Saiyans d'aller le mettre à l'abri, en disant qu'il acceptera d'être jugé pour ses actes. Le regard froid du Saiyan n'a alors d'intérêt que pour Doula, le meurtrier de Chilai. Malgré plusieurs tentatives, les attaques du démon semblent inefficaces sur Broly qui ne manquera pas de faire subir à Doula les mêmes souffrances que sa bien-aimée. Même s'il se régénère et réplique avec une salve d'armes magiques, les attaques de Doula n'arrivent pas à blesser Broly. Quand soudain, lors du combat, le démon a eu la confirmation de ce qu'il craignait par Amaron. Salaga est mort. Doula verse alors une larme pour son ami et déploie toute sa puissance, ce qui lui permet de blesser Broly grâce à sa magie. Sachant qu'il ne peut gagner au corps à corps, le démon fait appel à des monstres géants qui apparaissent grâce à ses portails. Cependant, ces monstres ne sont qu'une formalité pour Broly qui a grandi sur une terre hostile. En maîtrisant sa force de berserker, les monstres se font tous exterminer un par un. Seulement, maintenir le contrôle d'une telle puissance demande énormément d'énergie à Broly, qui lors d'une attaque de Doula perd le contrôle quelques instants. Heureusement, il parvient à reprendre rapidement ses esprits. Totalement impuissant face à un tel monstre, Doula décide donc de tenter le tout pour le tout. Le démon qui a toujours admiré Salaga et s'est hissé jusqu'aux plus hautes instances de l'univers ne pouvait mourir comme tout le monde.
Si Doula devait mourir, ce serait en grande trombe. Le démon crée alors un portail dans son ventre et conclut le pacte de la mort, lui conférant les pouvoirs de tous ses prédécesseurs. Son énergie se concentrant en un point plus brûlant que le soleil, Doula emporte Broly dans l'espace, créant une explosion, faisant trembler le ciel et s'étendant dans l'univers. Cependant, malgré la violence de l'attaque, le Saiyan ne dit pas son dernier mot en se rappelant pourquoi il se bat. Broly utilise toute sa force pour compresser la puissance de l'explosion, pour qu'une fois celle-ci contenue entre ses mains, se disperse en une onde de choc. Le Saiyan tombe alors lentement dans le vide, rattrapé par ses confrères, tous conscients qu'il venait de les sauver. À bout de force et au sol, Broly s'excuse auprès de Kale pour ce qu'il lui a fait subir. Seulement, le combat est loin d'être fini car Amaron attaque Broly qui est sauvé in extremis par Vegeta. Bien qu'il n'ait pas prévu ce scénario en venant sur la planète Sadala, le dieu de la destruction n'est pas déçu de sa venue. Seulement, il ne compte pas s'arrêter là tant que Vegeta n'aura pas utilisé les pouvoirs qu'il a entreaperçus dans ses visions. Ayant perdu patience, Amaron déchaîne sa puissance, déchiquetant des centaines de Saiyans en un clin d'œil. Face à cette scène, un des amiraux se met en colère mais se fait rapidement charcuter. Pas le choix, pour sauver son peuple, Vegeta utilise son véritable pouvoir sur Amaron. L'Ultra Instinct. Bien qu'il dégage une présence écrasante, Vegeta sait qu'il est encore loin de maîtriser cette forme. Amaron, ayant eu ce qu'il voulait, peut enfin lui aussi arrêter de se contenir pour entamer un combat divin sans précédent. Les mouvements de Vegeta le font virevolter entre les coups du dieu de la destruction qui n'arrive pas à le toucher. En prenant un léger temps d'arrêt, Vegeta parvient à chaque fois à trouver la faille dans la défense d'Amaron pour le toucher. Mais celui-ci ne dit pas son dernier mot en projetant une sphère de destruction sur le prince des Saiyans. Mais cela s'avère inutile, car Vegeta a déjà été confronté plusieurs fois à ce type d'attaque par le passé. Seulement Amaron n'est pas dupe, et au fil du combat, il commence à comprendre le fonctionnement de l'Ultra Instinct, ce qui lui permet de toucher Vegeta. Pour ne pas le laisser exploiter son pouvoir, le dieu de la destruction tue des centaines de Saiyans entre chaque temps d'arrêt. De colère, Vegeta fonce sur Amaron et parvient à le feinter avant de lui écraser le crâne sur le sol. Bien que blessé par cette attaque, le dieu de la destruction est prêt à tout pour gagner. Il magnétise alors tous les Saiyans présents en une sphère pour les exécuter, forçant Vegeta à lui foncer dessus. Sauf que c'était un piège pour accrocher le prince des Saiyans avec sa faux. Mais Vegeta utilise l'arme contre son adversaire pour l'attirer à lui et lui assène un Kikoa avec la bouche. Malheureusement, la puissance de cette attaque est beaucoup plus faible que les précédentes. Vegeta est à bout de force et a perdu l'Ultra Instinct. Le prince des Saiyans se retrouve donc à la merci d'Amaron. Mais tuer Vegeta tout de suite serait du gâchis pour le dieu de la destruction qui préfère le voir souffrir. Pour ce faire, il compte exterminer tous ses disciples et amis. Les Saiyans restants de la bataille forment donc tous un front et comptent tout donner dans cet assaut qui sera sûrement le dernier pour eux. Amaron s'élance et vise en premier Kabe qui est protégé de justesse par ses supérieurs. Lui et Caulifla font donc une attaque combinée qui touche Amaron mais semble inefficace contre lui. D'un coup de faux, des dizaines de Saiyans sont tranchés en deux et le dieu de la destruction use alors de ses pouvoirs pour effacer un grand nombre de soldats. Face à la mort d'un de ses instructeurs, Kabe, fou de rage, fonce sur Amaron et parvient à lui assonner une frappe. Seulement, ce coup d'éclat, Kabe allait le payer au centuple. Amaron le transperce, tenant le cœur du jeune Saiyan entre ses mains. La mort de Kabe, qui est inévitable, provoque alors la colère de Caulifla, qui subit un tir d'Amaron avant de ne pouvoir faire quoi que ce soit. Le tyran s'apprête donc à en finir avec les Saiyans. Mais ce peuple fier n'a pas dit son dernier mot. Le roi Sadala transmet toute son énergie à Vegeta. Touché par la perte de son disciple, d'un pas décidé, Vegeta canalise sa colère pour la laisser exploser dans sa transformation. Tout comme Goku, portant le poids des Saiyans morts sur ses épaules. Vegeta se prépare pour l'ultime combat. Lui et Amaron se foncent dessus et s'échangent de puissants coups au corps. Comme dernière lueur d'espoir, le prince des Saiyans lance un Kikoa avec toute son énergie qui touche de plein fouet Amaron. Sortant de la fumée, le dieu de la destruction est toujours debout. Mais ses blessures le rattrapent, le faisant s'écrouler sur le sol. Bien qu'ayant atteint ses limites, Amaron tente de toucher Vegeta avec un rayon, mais celui-ci l'esquive. Le prince des Saiyans réplique alors avec un violent coup de genou et lui rappelle qu'il n'est pas vraiment un dieu de la destruction car il est loin d'être immortel. Blessé par cette vérité, Amaron rentre dans une colère folle, laissant exploser son pouvoir de destruction et menaçant de détruire la planète. Vegeta se tient alors prêt pour l'arrêter. Il surprend Amaron par sa vitesse avant de lui assonner une frappe foudroyante au ventre, le propulsant sur une autre planète. Complètement vaincu, Amaron entend une voix lui demandant de fuir.
Vegeta l'ayant entendu lui aussi, provoque le dieu de la destruction déchu car il a perdu face à un mortel. N'ayant plus aucun recours face à Vegeta qui s'apprête à en finir avec lui, Amaron invoque son cube céleste et prend la fuite. La planète Sadala et les Saiyans qui l'habitent sont sauvés, mais Vegeta n'arrive pas à se relâcher pour autant, car il sent encore une étrange sensation de danger. Et quoi de plus normal, car dans l'univers zéro, la glace contenant les divinités commence à se briser. C'est là-dessus que se termine le dernier chapitre de Kakumei, clôturant l'arc des entraînements. Nous sommes déjà arrivés à mi-chemin de l'histoire prévue par les auteurs, qui préparent la suite avec l'arc de la Grande Guerre. Il n'y aura pas d'autres chapitres avant un moment, mais si vous aimez la chaîne, il y a plein d'histoires disponibles dessus. Comme d'hab, le lien pour aller lire Kakumei se trouve dans la description. Sur ce, à bientôt. Abonne-toi à Shonen MMA. Abonne-toi à Shonen MMA. Si tu aimes les animés et les mangas, abonne-toi à Shonen MMA.